Bon, je me nomme Monsieur Sidiki Keita, professeur chargé de philosophie. Je suis dans le podcast Dissidence. Podcast Dissidence. Je suis dans le podcast Dissidence. Je suis dans le podcast Dissidence. Je suis dans le podcast Dissidence. Podcast Dissidence. Je suis dans le podcast Dissidence. Podcast Dissidence. Bienvenue. Ouais. Ça fait plaisir de discuter aujourd'hui avec un enseignant et surtout un philosophe. Ouais. Et discuter avec un philosophe, c'est avoir la chance d'intervenir, d'écouter un sage, d'écouter à la fois Platon, d'écouter Socrate, d'écouter Descartes, d'écouter Karl Marx et tout ce qui s'ensuit. Ouais. Quel est votre rapport avec tous ces philosophes-là? Est-ce qu'au départ, vous avez eu la chance de les lire dans des bouquins, à travers leurs œuvres? Bon, je vous dirais que je ne suis qu'un piqueur de concepts. Et on ne peut pas faire la philosophie, enseigner la philosophie, sans pouvoir étudier l'histoire de la philosophie. De Platon, Aristote, en passant par Descartes, René Descartes, etc., etc. J'ai eu la chance de les fouetter et de prendre quelques concepts derrière eux. Ouais. Ça fait grand plaisir. Vous êtes aujourd'hui dans la dissidence. Oui. Dans cet échange-là, Oui. nous allons déconstruire beaucoup d'idées reçues, Oui. beaucoup de sujets sociaux, Oui. beaucoup de réalités que les gens débattent au quotidien. Oui. Et nous, on va apporter un regard tout autre là-dessus. Vous êtes un professeur de renom Oui. et aujourd'hui, j'ai la chance de discuter avec vous. Oui. J'aimerais savoir dans un premier temps, qu'est-ce qui vous amène dans l'enseignement? Est-ce que c'était une passion de départ ou bien c'était une nécessité de la vie? Bon, ça a été une vocation. Ok, depuis le départ. Vocation en ce sens que depuis que j'étais à l'université, je me suis engagé dans l'enseignement et en ce moment-là, on nous appelait les extramuros. Les extramuros dans le lycée. Donc, c'était un plaisir de communiquer avec les jeunes et de découvrir la société à partir de la jeunesse. Ça a été une vocation pour moi. Ok. Ouais. D'où vient le fameux sobriquet Socrate? Exactement, c'est une très belle question, elle est pertinente. Bon, lorsque nous avons terminé l'école normale supérieure de Manéa, qui était par référence un plateau, la sommité intellectuelle même de la République, bon, on nous a ventilés dans les différents lycées où j'ai pris place à côté de mes prédécesseurs, M. Sadialou Diallo, et qui m'a bien entretenu. Et voyant un peu ce que j'ai accumulé, les acquis que j'ai reçus dans les universités, il m'a donné le livre cours et ma main était libre avec les enfants, de telle sorte que quand je rentrais en classe pour 2 heures, ça me paraissait 2 minutes, tellement il y avait l'enthousiasme. Bon, dans l'effervescence de cette communication philosophique, ce sont les élèves du lycée Bonfils qui m'ont nommé Socrate. Wow. Ouais. C'est comme ça le nom s'est éparpillé dans tout qu'on a crié jusqu'à ce Exactement. qu'un citoyen lambda comme moi ait pu connaître Non, il n'y a Socrate. pas de citoyen. Vous êtes du quatrième pouvoir de l'État. Hein, le Alors, journaliste, c'est un homme. vous avez commencé l'enseignement depuis quand? Bon, depuis 87, je crois. Ok. Depuis 87, on nous a ventilés et nous avons commencé à communiquer avec les enfants. D'accord. Oui. Depuis 87, vous êtes dans l'enseignement Oui. jusqu'à présent et vous avez acquis assez d'expérience, vous avez assez de connaissances. Est-ce que vous avez été approché par le gouvernement ou du moins par le ministère de l'Éducation pour que vous puissiez mettre vos connaissances ou bien votre expérience au service du pays? Bon, de toutes les façons, on m'a toujours apprécié. Et on me laissait dire que si je quittais la classe, ça va péter. Et il y aura grève. Ah bon? Ah ouais. Les élèves, vous... J'ai été toujours adoré par les élèves, vénéré, respecté. Et donc, on était dans l'effervescence-là. En tout cas, je n'ai pas voulu rentrer dans un bureau. Je n'ai jamais voulu.
Et je n'ai pas souhaité à être dans les bureaux. Et jusqu'à présent, à l'âge où je suis, ça me plaît d'être avec les enfants et communiquer avec eux. Mais maintenant, là, présentement, est-ce que si le gouvernement ou si un ministère vous réclame pour que vous puissiez mettre vos acquis dans les instances décisionnelles pour servir tout le pays, est-ce que vous allez l'accepter? Mais mon frère journaliste, vous m'avez appelé. Est-ce que j'ai refusé? Non. Pourquoi je n'ai pas refusé? Parce que vous êtes au compte de la nation. C'est un patriotisme qui vous oblige à venir m'interroger. Et ce n'est pas pour détruire l'État, c'est pour construire. Est-ce que je peux refuser ma nation? Et qui m'a formé? Ce n'est pas cette nation? Donc je suis toujours au service de cette nation jusqu'à la mort. D'accord. Et étant un ancien du domaine de l'enseignement, et quels sont les problèmes que vous avez constatés depuis longtemps dans le système éducatif guinéen? Mon frère, on a toujours parlé, mais si on ne nous écoute pas, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut toujours continuer peut-être de parler jusqu'à... Oui, mais ça sera du vent. Peut-être la solution viendra un jour. De toutes les façons, vous pouvez constater comme moi, ce qui manque à l'enseignement aujourd'hui, c'est la formation des formateurs. Il faut former des formateurs. Promenez-vous dans les lycées, promenez-vous dans les écoles, vous verrez un peu de carence des enseignants. Donc il faut cette formation. Vous savez, n'enseigne pas celui qui veut, mais ne doit enseigner que celui qui s'engage à faire la communication avec la jeunesse. Et il n'a pas droit à prendre les enfants comme étant des résidus. Ce n'est pas des rejetons, c'est des êtres humains. Il faut bien les cadrer. Donc c'est dire que la vocation là doit venir de l'individu lui-même. C'est ce que je peux vous dire. D'accord. Et souvent, beaucoup de gens assimilent les philosophes à des athées, aux gens qui renient l'existence de Dieu. Est-ce que c'est le cas chez vous? Une très belle question qui va peut-être désenclaver la connaissance philosophique. Vous savez, parler philosophie et comprendre la philosophie, il y a l'océan de différence. Quand on te dit, quand Pythagore qui a forgé le premier mot, le mot philosophie, en disant c'est l'amour de la sagesse, il a été précis et concis. Il dit que la sagesse n'appartient qu'à Dieu, parce que c'est Dieu l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent. Donc il n'y a pas... D'abord, la philosophie c'est quoi? En dernière instance, pour ne pas me lancer des panoplies de définition là, retenons la dernière. Quand on dit que la philosophie est la réflexion critique sur les grandes questions de la vie, n'est-ce pas? Et si c'est dans les grandes questions de la vie, la conception théologique échappe à ça. La première connaissance de l'homme vient de la théologie. On s'est toujours posé la question charnière, la question des questions. Quel est le principe premier de toute chose? Vous contemplez l'univers. Monsieur le journaliste, sortez et allez au bord de la mer. L'eau étendue à l'infini. Mais quel est le chercheur qui a pénétré l'eau et allé jusqu'à la profondeur de l'eau? Il y en a. Le plus grand plongeur du monde, c'est de l'armée française, le commandant Cousteau. Il a fait des révélations. Mais il n'est pas rentré jusqu'à la profondeur de la mer. Donc le monde est un mystère. Et ce mystère est créé par quoi? Par Dieu. Vous pouvez me dire que la théologie n'est pas philosophie? Le prophète Mohammed, il a construit l'islam à cause de quoi? L'islam pitié. Et pourquoi la pitié? Ce n'est pas une philosophie. D'accord. Et par contre, il y a plusieurs philosophes. Je veux parler de Descartes, je veux parler de Nietzsche, je veux parler de Sartre et tant d'autres qui ont pensé que Dieu est une invention, est une construction humaine. Pour eux, Dieu est une construction pour endormir les masses et justifier les injustices sociales. Qu'est-ce que vous en pensez? Aucun philosophe n'a nié Dieu. Vous prenez Nietzsche de l'Allemagne, à qui vous faites référence. Il a parlé d'un avènement du surhomme. Et qu'est-ce qu'il entend par surhomme? Parce qu'il a été frappé par l'injustice. Nietzsche, avec
une de ses cousines qu'il a élevée et qu'il a trahi, on l'appelait, n'est-ce pas, en allemand, le philosophe fou. Et il a cherché à établir l'équité, la justice. Frayer le chemin là, par quelle voie? Il n'y a pas de voie possible, on ne l'écoute pas. C'est clair, non? Il a été un nihiliste du pouvoir étatique et non un nihiliste de Dieu. Il a toujours reconnu Dieu. Et même quand vous prenez Karl Marx, dans sa lutte, pourquoi il a dit que le mouvement que Hegel personnifie sous le nom d'idée absolue, pour moi, Karl Marx, ce mouvement n'est que le reflet du mouvement réel transporté et transposé dans le cerveau de l'homme. Ce n'est pas la conscience sociale qui détermine l'être social, mais inversement, c'est l'être social qui détermine la conscience sociale. Vous savez, faire la philosophie et comprendre la philosophie, il y a la différence. Hein? Okay. Vous comprenez? Okay. Et quand il parle que la religion est l'opium du peuple, il a fait recours à l'injustice et instauré dans le christianisme. Et comment le christianisme soutenait le clergé au détriment de la population. Le philosophe lutte contre toujours l'injustice, l'inéquité dans la société. C'est pourquoi on lui prend comme un fou. Ok. Pour vous, est-ce que Dieu, c'est Allah, ou bien c'est Jésus, ou bien vous avez une conception personnelle de Dieu? Attention, Dieu est pur. Il y a Platon qui dit qu'il ne faut même pas prononcer le mot Dieu parce que Dieu est trop pur. Vous comprenez? Prononcer son nom, c'est du blasphème. C'est clair, non? Donc c'est dire que les philosophes ont tellement peur de Dieu qu'un imam ne peut pas se comparer à un philosophe. Dans la croyance liée. Ok, donc pour vous, Dieu ne doit pas avoir une nomination humaine? Non, on le fait, mais Dieu est trop pur alors que nous sommes mélangés. Comment ça? Chez les autres, Hegel l'a dit, l'être pur n'existe pas. Le néant pur n'existe pas. Ce qui est nécessaire et fondamental, c'est le mouvement de l'être vers le non-être et inversement. C'est ce qui crée le devenir. Cela dépasse l'être pur. Vous êtes de quelle religion? Mais je m'appelle Abou Bakr Siddiq, l'ami du prophète. Je suis de quelle religion? Par déduction, vous êtes musulman. Ah bon? Beaucoup de gens deviennent musulmans par naissance parce qu'ils se sont retrouvés dans une famille musulmane. C'est très bien. Et d'autres personnes... C'est une très belle question. Et d'autres personnes... C'est une très belle question. D'autres personnes, c'est un choix. Ouais. Quand ils grandissent, ils se... On dit une conviction. Une conviction. Ouais. Et qu'est-ce que vous pensez de ces deux positionnements? Voilà. Je me suis inspiré de la démarche des chercheurs. J'ai pris l'exemple sur le commandant Cousteau. Vous êtes tellement fort, journaliste, et essayez de télécharger, vous allez voir l'œuvre de Cousteau. Il est descendu profondément. Ce qui m'a convaincu, c'est que dans la profondeur de la mer, il a écouté l'appel du muezzin à la prière, en arabe. Donc c'est dire que l'islam est une religion reconnue dans un monde profond. Et quand le premier cosmonaute, Yuri Gagarin, le russe, il est monté sur la Lune, il a vu l'écriture arabe sur les grottes. Donc c'est dire que Dieu reconnaît. C'est pourquoi je me suis converti en islam. Ah bon? Il y a reconversion après? Ah oui, mais on ne n'est pas musulman. On le devient journaliste. Vous avez vu quelqu'un né et écrit sur son front musulman? Ouais, peut-être que le fait pour quelqu'un de naître dans une famille musulmane... Non, c'est pas grave. C'est pas la même chose. On te dit que c'est une conviction. Même si on te force de prier. Mais si tu n'as pas la volonté, tu ne fais pas la prière. C'est clair, non? Ouais. Et qu'est-ce que vous pensez de la divinité de Jésus, par exemple, chez les chrétiens? Quand ils disent que pour eux, il est à la fois Dieu, il est à la fois fils de Dieu, non, il est attention. Il n'y a pas de contradiction entre les religions. Jésus-Christ même a dit, après moi sera un autre prophète. Suivez-le. Vous comprenez? Mais il y a Lénine qui dit,
qu'une fois que l'idée s'empare de la masse, elle devient une force matérielle. Une fois que le christianisme est né, directement, c'est devenu une force matérielle. Il y a des adeptes, il y a les exégètes qui ne vont jamais rejeter ce système. Mais il y a complémentarité entre les religions. Parce que toute religion fixe sur quoi? Sur l'existence d'un être suprême, le transcendant, l'omniscient, l'omnipotent, l'archétype du monde, c'est Dieu. C'est clair, non? Voilà. Il y a plusieurs Africains qui ont milité pour un retour à la spiritualité traditionnelle africaine. Parce que pour eux, ils supposent que l'Africain, avant ces religions importées, je veux parler de l'islam, je veux parler du christianisme et autres, l'Africain aussi avait, pour eux, l'Africain aussi avait avec sa spiritualité. L'Africain avait sa façon de créer une connexion avec le divin. Donc pour eux, les Africains ne doivent pas embrasser une autre religion qui n'est pas conforme à celle-là. Et qu'est-ce que vous pensez de ces gens-là? C'est ce qu'on appelle le syncrétisme religieux. Ouais. Et d'autres l'appellent le kémétisme. Le syncrétisme. Vous comprenez, monsieur le journaliste? Vous savez, même les Arabes n'ont pas eu... Quand vous prenez l'islam est construit. Je ne suis pas un marabout, hein. Je n'ai pas lu le Coran, hein. Mais je crois que l'islam est fondé sur 2 lois. Et quelles sont les lois? Il y a la charia et la sunnat. Vous comprenez? Ces 2-là se complètent. Pourquoi charia, sunnat? Ce n'est pas pour ne pas... Cela veut dire qu'il ne faut pas oublier le passé. Le passé est un élément de l'homme, mon frère. Le passé, quand on dit le passé, c'est un élément. Vous comprenez? Tel a été même le sujet du baccalauréat unique de l'année dernière. On a posé à nos enfants, l'histoire est-elle une science? C'est clair, non? Qu'est-ce que c'est que l'histoire? Vous voyez? C'est l'interprétation, la mauvaise interprétation de l'histoire. Vous savez, la vie, c'est un mouvement dialectique. Il faut l'introduire dans un mouvement dialectique. Il y a des éléments dans une révolution. Il y a toujours ce qu'on appelle des éléments caducs. La caducité existe. Et qu'est-ce qu'on appelle éléments caducs? Ce sont des éléments dépassés. Dans nos pratiques traditionnelles, il y avait des pratiques qu'il faut également détruire. Vous comprenez? Ce n'est plus valable. Comme quoi, par exemple? Hein? Comme faire des offrandes à des termitières, faire des offrandes à des montagnes, croyant que la montagne a une puissance sur ta vie, et en oubliant Dieu, l'être suprême. Mais chez les Africains, il y a une explication. Il y a certains Africains qui supposent que l'Africain est monothéiste. L'Africain a une façon directe de s'adresser à Dieu, mais en passant par ces choses que vous venez de citer, par exemple. C'est ce qu'on appelle l'animisme. Voilà. L'animisme, là, n'a pas été pratiqué seulement, c'est dans toute l'Afrique, même en Égypte antique. Il y a eu des panoplies de Dieu en Égypte antique, mon frère. C'est clair, non? Mais cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas nier totalement l'histoire. Il y a des pratiques. Mon frère, il y a des pays qui sont très avancés en sciences, mais qui ont construit des écoles apprenant ce qu'on appelle la transformation de l'homme dans le mythe, dans le sacré. C'est clair, il y a des écoles comme ça. Donc, moi, je ne rejette pas totalement la tradition, parce que même sur le plan éthique, il y a certaines choses. Les conflits que nous sommes confrontés aujourd'hui n'existaient pas en Afrique. C'est clair, non? L'Africain avait une seule conception. Et quelle est la conception? C'est que quand vous recevez quelqu'un de distance, considère-le comme un messager de Dieu. Dieu l'a dirigé vers toi, donc tu dois le respecter, le vénérer. Vous comprenez? Donc il y a certaines pratiques qu'il ne faut pas rejeter. Il faut faire un mouvement dialectique. C'est-à-dire la négation de la néga
Sûr. Donc, pour vous, qu'est-ce que vous pensez de ces Africains qui ne veulent embrasser aucune religion importée, mais qui veulent rester Non, authentiques? ils sont malades. Ils sont malades? Ouais. Il ne faut pas être trop passéiste. Le monde évolue. La manière que je suis habillé, mon grand-père n'était pas comme ça. C'est qu'il y a une certaine révolution. Je tomberai dans la caducité quand je regarde la jeunesse. Donc, pour vous, ces Africains-là ne doivent pas faire ça? Non, c'est-à-dire la religion est un choix. C'est un choix. Et ce choix-là, il faut le mener avec conviction. C'est clair, mon frère. OK. Est-ce que... Et je vous apprends, journaliste, que toute religion est née de la philosophie. La philosophie en arabe, vous connaissez son nom? Falsafa. Falsafa, ça c'est la théologie. Vous comprenez, non? Donc, les gens interprètent mal la philosophie. Alors que quand vous êtes profondément dans la philosophie, vous avez les yeux ouverts sur le monde. La contemplation est là. Et de cette contemplation, ça te permet de mieux raisonner et comprendre ce qu'est la vie, mon frère. C'est clair, non? Donc, il ne faut pas croire que la philosophie sert seulement. Et même certains ont pris le comportement, la conception des sophistes de la Grèce antique. Parce que les sophistes, n'est-ce pas, c'était des teneurs de quoi? D'une conception, n'est-ce pas, prônant qu'il n'y a pas une vérité, mais il n'y a que des vérités. Protagoras a dit, en disant tout simplement que l'homme est la mesure de toutes choses. Grand journaliste. Vous êtes important. Si vous êtes prêt, un autre jour, on viendra, on va rentrer dans la profondeur de la philosophie. D'accord. D'accord. Il y a certaines personnes qui estiment que, par exemple, le Hajj ou bien le pèlerinage, c'est un moyen pour les autres nations d'enrichir une nation comme, par exemple, l'Arabie Saoudite. Qu'est-ce que vous pensez de cette réflexion? Là, aller à la Mecque. Oui, parce qu'il suppose que c'est un tourisme religieux. C'est l'un des principes de la religion musulmane. C'est clair, non? Ce n'est pas faire la villégiature. Ce n'est pas dans ce sens-là. Ce n'est pas le tourisme. Quand vous allez à la Mecque, vous vous mettez directement en contact avec le sacré. Le prophète Mohammed a souffert. C'est un homme qui s'est abandonné lui-même et s'adonnait à un combat. Combat contre quoi? Contre l'injustice, contre l'inégalité. Ils ont toujours voulu instaurer ce qu'on appelle l'équité, la justice. Donc ces hommes-là, en les poursuivant, ça fait partie des principes de la religion. Donc ce n'est pas un tourisme. D'accord. Ouais. Et est-ce que vous pensez que dans le contexte guinéen, la philosophie est une discipline utilitaire? Parce que je parle du principe selon lequel il y a certains qui supposent que nous sommes dans un pays où les gens ont plus besoin de satisfaire les besoins primaires, de se loger. Il y a des préoccupations qui transcendent la philosophie. Et qu'est-ce que vous direz à ces gens-là qui pensent que la philosophie n'est pas utilitaire? Grand journaliste. Grand journaliste. On te dit que la philosophie, par définition, est la réflexion critique sur les grandes questions de la vie. Est-ce que vous comprenez le français là? C'est dire qu'il n'y a pas de vie sans philosopher. Il n'y en a pas. Vous allez sortir tout de suite, vous vous mettez en contact avec le public, vous journalistes. Vous allez vous poser la question, pourquoi la réaction de ces hommes-là? Vous êtes en philosophie. Vous comprenez? Vous vivez, vous avez votre foyer conjugal. Vous devrez mener la vie dans le bonheur avec votre femme. Quand il y a choc, il faut le comprendre. Et qu'est-ce qui vous permet de comprendre la femme? C'est dans la conception philosophique. Parce que c'est une préoccupation du monde. Et toute préoccupation du monde est philosophique. Donc, est-ce qu'on peut se séparer de la philosophie?
C'est pas possible. Vraiment. Voilà. Et si on constate même que dans notre pays, il y a des dérives, comme par exemple le viol, Ouais. il y a le banditisme, il y a Exactement. la dégénérescence, Voilà. les petits n'écoutent pas les aînés, Exactement. il y a un imam qui viole une petite. Voilà. Tout ça, c'est parce que les gens ont négligé, ont minimisé les aspects positifs de la philosophie. Pourtant, c'est très important. Exactement, exactement. Grand journaliste. Voilà. Ouais. Et on a lu que vous êtes marié Oui, je suis marié. à une seule femme. Mais je ne peux pas avoir de femme. Pourquoi vous n'avez pas choisi d'être polygame à l'image de plusieurs hommes du pays? Pour moi, c'est des problèmes. La polygamie, c'est un problème? Biologiquement, le sexe fort, c'est la femme. Le sexe faible, c'est l'homme. Un homme ne peut pas supporter une femme sexuellement. Pourquoi se donner à deux femmes? Est-ce qu'on n'est pas attaqué par ce qu'on appelle la névrose? C'est la caricaturité des femmes africaines qui pousse les hommes à faire la polygamie. C'est-à-dire? C'est-à-dire quand la femme se comporte comme elle est de l'or, elle crée des problèmes autour du mari. Il est obligé d'envoyer une autre femme pour la négliger. Mais dans ce cas, il n'y a plus d'intimité, il n'y a plus de confiance, il n'y a plus de mariage. Voilà, c'est une philosophie. Donc, pour vous, être monogame, c'est gage de paix et de stabilité familiale. Oui, mais même après la mort, les enfants sont d'une même mère, d'un même père. Il y a quoi? Ils peuvent s'entraider. Ok. Mais avec la jalousie créée dans le foyer. Maintenant, après la mort, c'est les combats. Hein? C'est des problèmes. Qu'est-ce que vous pensez de ces gens qui supposent que une seule femme ne peut pas suffire à un homme dans un foyer? Et je te dis, biologiquement, sexe fort, c'est la femme. Tu peux pas, si ce n'est pas avec des techniques, tu ne peux pas supporter une femme. Tu ne peux pas satisfaire une seule femme. Je ne suis pas biologique, mais je sais ça. C'est clair, non? Pourquoi se donner à deux femmes alors? C'est une obsession sexuelle. Pour vous, la polygamie, c'est une obsession sexuelle. Et ne me donne pas au public. Tu comprends? Souvent, quand on enseigne la philosophie à l'école, et on a l'impression qu'elle vient de l'Occident. C'est l'appréhension qu'on a. Pourtant, l'Afrique aussi, si on part de la définition de la philosophie, qui veut dire Sophia, l'amour de la sagesse, ce qui veut dire que toutes les nations ont développé des systèmes de réflexion, ont développé un amour pour le savoir et tout. Et qu'est-ce que vous pensez de cette impression-là, du fait que dans l'enseignement à l'école, on a l'impression que la philosophie, c'est une discipline qui n'est pas la nôtre? Mais quand vous pensez que ce n'est pas la nôtre, c'est que vous avez trahi la philosophie. C'est clair. La sagesse, d'abord, avant la naissance de l'Europe, l'Afrique existait. Cela, historiquement, on oppose les deux périodes. La période fluviale et la période glaciale. Au moment où l'Europe était tout glace, la vie humaine était possible en Afrique. C'est pourquoi on vous dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. C'est la mère du monde. C'est la première fois que l'être s'est apparu en Afrique. Maintenant, après, il y a Platon même qui dit, du fait même de l'existence, la philosophie existe. Du fait même de l'existence, la philosophie existe. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, à partir du moment que l'homme existe, il se fait des grandes questions de la vie. Pourquoi ces montagnes? Pourquoi ces plaines? Pourquoi ces collines? Pourquoi les nuages? Pourquoi le ciel au-dessus de la tête de l'homme? Pourquoi ces étoiles, la lune, le soleil? Oui, on se fait une vision. Donc s'il y a eu philosophie, la philosophie est née d'abord en Afrique. Vous comprenez? Ok. Il y a eu une lutte acharnée. Hein. C'est ce qui fait que, dans les années 1970, les grands penseurs, les grands philosophes africains se sont réunis à Cotonou, Bénin. Ils ont fait un colloque
sur la problématique de l'existence ou la non-existence de la philosophie, de la pensée africaine traditionnelle. Et pourquoi ils ont fait ça? Parce que certains penseurs de mauvaise volonté de l'Europe ont voulu croire à l'univers qu'il n'y a pas même eu de pensée en Afrique. Ouais. C'est clair, non? Ouais. Mais ils sont malades. Quand vous prenez quelqu'un, un Européen qui dit l'Afrique c'est le pays de l'enfance, qui au-delà du jour de l'histoire consciente est enveloppé dans la couleur de la nuit. Mais c'est une maladie, c'est un racisme. C'est un racisme. Mais quand on vous dit que le mot philosophie a été forgé pour la première fois par Pythagore de Samos, cela ne veut pas dire qu'il faut attribuer la paternité de la philosophie à la Grèce. Ouais. Hein? Ouais. Entre la Grèce et l'Égypte, quel est le pays le plus vieux? C'est l'Égypte. Et ces penseurs-là se servent de quoi? En disant qu'il n'y a pas eu d'écriture. Et quand il n'y a pas eu d'écriture, il n'y a pas eu de traces, donc il n'y a pas eu de pensée. Mais pour la première fois, où est apparue l'écriture? C'est pas en Égypte. C'est clair, non? Ouais. Donc n'oubliez pas, c'est-à-dire c'est un complexe, quoi. Vous avez raison, même certains professeurs en enseignant à l'école donnent l'impression aux élèves que, n'est-ce pas? Ce n'est pas africain. Voilà. Tu as justement bien dit. C'est un complexe d'infériorité que l'Occident a sémé en nous depuis très fort longtemps. Non, vous avez sémé à vous-même. Ah bon? Ouais. C'est pas l'Occident. On va revenir sur Sékou Touré. C'est un personnage très controversé. Quelle opinion vous avez personnellement de lui? Vous savez, journaliste, moi je suis un philosophe, je ne suis pas un homme engagé. Je ne suis pas un homme engagé. Ce que je sais, c'est que tout homme a ses défauts, tout homme a ses mérites. Il n'y a pas un vide. Le vide pur n'existe pas. Vous comprenez? Donc, ne m'envoie pas dans le sens politique. Non, ce n'est pas politique. Je vous demande en ce sens que non, je fais partie d'une génération qui n'a pas connu... Ce que je sais, c'est que l'indépendance a été possible grâce à certains hommes. C'est clair, non? L'indépendance, la souveraineté, l'acquise de la souveraineté en Guinée a été possible grâce à certains hommes. Mais je ne fais pas ça d'un débat. Je suis philosophe. Je ne me contente que de la vision, de la conception des hommes. Ouais. Comme je le disais, je vous le demande parce que je fais partie d'une génération qui n'a pas connu Sékou Touré. Et je suppose que vous l'avez connu. Oui, mais il a été père de l'indépendance. Voilà, et vous avez vécu le moment. Hein? Vous avez vécu le moment. Ouais. Vous avez dit aussi qu'il est un homme complexe. Okay. Parce qu'il est à la fois un héros et un dictateur. C'est clair, non? Voilà, ben moi, je ne me gagne pas dans ces débats-là. Ok. Ouais. Il y a Kerno Monenembo, l'écrivain, qui a dit que 90% des problèmes guinéens sont dus à Sékou Touré. Je vous dis, enlève-moi dans ces problèmes-là. Peut-être vous avez l'opportunité de nous dire qui était Sékou Touré parce que nous, on ne l'a pas connu. En tant que vous donnez une opinion personnelle que vous avez eue de lui. Non, ce que je sais, c'est qu'il a été le père de l'indépendance, mais je ne l'ai pas étudié philosophiquement. Et si je dois le faire, ça sera un peu plus tard. Pourquoi jusqu'à présent vous ne l'avez pas étudié? Pourtant, c'est aussi au-delà d'être à... Parce que moi-même, je suis en train de me plonger dans les réflexions, avoir une vision du monde et laisser un peu de traces à travers les écrits. Ok. Ouais. Vous avez lu Sékou Touré quand même? Il a écrit des bouquins. Bon, je l'ai lu. J'ai été enseigné en idéologie dans son temps. Ouais. J'ai été enseigné. C'est ça le problème. Okay. Et il y a des gens qui ont raconté beaucoup de choses sur le Camp-Boiro. Est-ce que le Camp-Boiro est une réalité, a été une réalité? Mais le Camp-Boiro est là.
Bien sûr que ces déformés, ça existe. Ça existe. Ouais. Donc, le Cambaro est une preuve que Sékou Touré était sanguinaire, comme beaucoup l'ont raconté. Mon frère, passons à autre chose. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez rencontré votre femme, l'amour de votre vie? Bon, vous savez, j'avais une conception. J'avais peur, même le mariage. Vous aviez peur du mariage? Non, je ne voulais même pas me marier, ça je te dis. Ah bon? Ah ouais. Pourquoi? Ah ouais. Parce que j'étais trop plongé dans autre chose que l'amour. Évidemment, quand je dis l'amour sexuel, je parle de l'amour sexuel. C'était pas tellement mon affaire. Oui, j'avais d'autres visions. Vous comprenez? Donc, j'ai préféré, compte tenu de l'état de mon vieux, donner la femme à mes jeunes frères. Et c'est tout dernièrement que je suis marié. Et mes enfants sont trop petits encore par rapport aux enfants de mes frères. Ça a été ma conception. Pourquoi? En quoi c'était important pour vous de ne pas vous marier à l'époque? Parce que je voyais l'état miséreux de mes pères. Et ceux qui étaient, moi j'étais à l'école, ceux qui étaient à côté d'eux, il fallait leur octroyer une femme pour qu'ils soient stables à côté d'eux. Sinon ils vont déserter. C'était ma conception. C'est ça le problème. Ok. Ouais. Et est-ce qu'il y a du bonheur dans le mariage? Bon, il y a le bonheur. Le mariage, c'est la complémentarité, c'est la réciprocité. Le mariage, ce n'est pas la guerre. C'est l'échange. C'est clair. Et ça stabilise l'homme de façon psychologique. Ah bon? Ouais. Comment ça? Quand un homme qui n'est pas marié n'est pas responsable. Un homme qui n'est pas marié n'est pas Il n'est pas responsable. responsable. Parce qu'en dehors de lui, il ne pense à rien. Ah bon? Ah oui? Mais il y a... Quand vous vous mariez, vous sortez, vous allez penser à votre femme. Elle a été confiée et donnée à toi par confiance à ses parents. Donc il faut la sauvegarder. Il faut la protéger. Mais un célibataire, quand il sort, il n'a que sa tête. C'est clair, mon frère. Et quand vous aurez les enfants là, les enfants sont plus importants encore que la femme. Voilà. Et tu donnes valeur à tes enfants. Parce qu'il faut leur donner une bonne éducation. Il faut leur donner la santé. Les enfants représentent l'image de l'homme. Voilà, c'est ça le problème. C'est pourquoi il faut se marier. D'accord. On ne peut pas rester sans mariage. D'accord. Ouais. Et qu'est-ce que vous pensez de ces hommes-là qui violentent les femmes dans les foyers? Je leur prends comme des hommes atteints de la névrose. Vous connaissez ce qu'on appelle la névrose? Vous le connaissez? La névrose, développée largement par Sigmund Freud. Comprenez? Oui. C'est la folie. C'est la folie. Mon frère, quand quelqu'un est obsédé sexuellement, c'est qu'il est malade. Il est malade. On peut oublier le sexe. Par exemple, quand tu as la leçon à préparer, même si la femme est à côté de toi, tu ne peux plus penser à elle. Parce qu'il y a quelque chose qui t'attend demain matin. C'est clair, non? Mais généralement, les obsédés là, c'est des gens qui n'ont rien à faire et qui vaguent dans la vie sans rien faire. C'est des obsédés. Il y a aussi une maladie. Hein? Il y a la folie de l'amour. Il y a la folie. Et cette folie-là, Sigmund Freud, pour ne pas le reprendre textuellement, il dit que la personnalité de l'homme est à l'image d'une maison à 3 étages. Une maison à 3 étages. Qu'est-ce que cela veut dire? Il dit qu'il y a d'abord l'inconscient qui se présente. L'inconscient, c'est le préconscient. Du préconscient, on vient au moi. Du moi,
le moi est empêché, entravé dans ses actions par le surmoi. Vous comprenez? Ça, c'est des choses qu'il faut étudier et appliquer. C'est ça le problème. Ok. Et est-ce qu'à travers vos constats, l'amour d'hier est différent de celui que vous voyez aujourd'hui? Ah ouais, vous êtes plus moderne que nous, journalistes. Notre temps n'est pas votre temps. Donc, on va vous laisser faire. Comment ça, vous nous laissez faire? Vous êtes à côté de nous pour nous guider, pour dire, bon, en lieu aux places du Sam. Mais à part de vous, des jeunes bien dirigés comme vous, des hommes et des enfants bien orientés comme vous, il y a des enfants qui ne nous écoutent pas. Voilà. Ils sont devenus frappés par la fascination et l'imitation sauvage des autres. Voilà. Le mimétisme culturel est là. C'est clair, mon frère. C'est une maladie. Ça ravage en Afrique plus que le sida. Parce qu'on nie nous-mêmes. Nous nions nous-mêmes. Et vous avez dit dans votre discours au début. C'est clair, non? Ouais. Je ne sais pas si vous savez, si ce n'est pas le cas, je vous informe, la plupart des jeunes d'aujourd'hui sont plus malheureux dans les histoires d'amour qu'heureux. Oui. Et la philosophie s'intéresse à la notion du bonheur. Ouais. Pour vous, comment être heureux en couple? Quand vous me lancez dans la philosophie morale, on aura beaucoup de temps à discuter. Un peu de temps. Ah, parce qu'il y a la conception du plaisir. Du plaisir, on vient au bonheur. On élimine le bonheur, on vient au stoïcisme. Du stoïcisme, on vient à l'impératif catégorique, etc., etc. Ok, vous pouvez, en français facile, c'est comment être heureux en couple, dans le sens philosophique, mais en français facile. De toutes les façons, pour être heureux, c'est d'abord découvrir ta femme, connaître d'abord son système d'éducation, comparer à ton système d'éducation et créer une fusion entre les deux systèmes. Tu ne dois pas être trop imposant à la femme, mais tu la sonnes et tu puises en elle ce qui est la quintessence de son système d'éducation. Et conformément à ça, vous comprenez, dans ce cas, le foyer devient le paradis. Mais tant qu'il n'y a pas la compréhension entre la femme et l'homme, le foyer devient l'enfer. C'est pourquoi Sartre a dit que l'enfer, c'est les autres. C'est clair, non? Voilà. Et la philosophie s'intéresse aussi à la politique. Est-ce que parfois, quand vous êtes chez vous, vous prenez du recul, vous analysez la situation de notre pays? Voilà. Généralement, journaliste, ce que moi je veux pour notre pays, ce que je prie pour Dieu, que les Guinéens se comprennent, que les Guinéens reconnaissent que la Guinée est un héritage pour nous. Elle est l'héritage, nous avons hérité ça de nos ancêtres. Moi qui te parle, écoute-moi, hein. Ma grand-mère, vous connaissez son nom? Elle est venue du Mali. Tu comprends? Dans un village du Mali qu'on appelle Bankassi. Bankassi Sabou Diakité. Donc elle est peuple du Mali. C'est clair, non? Elle est peuple du Mali. C'est pourquoi mon ouvrage, je l'ai nommé Sabou. Ah bon? C'est un roman? C'est un roman qui a aidé beaucoup d'élèves à avoir le baccalauréat. C'est clair, non? Donc, vous voyez, il y a une certaine hétérogénéité en Guinée. Donc, il faut que on prenne l'appui sur la culture. On essaie de cultiver les Guinéens. Parce que tout ce que nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est parce que nous sommes incultes. Ça ne vaut pas faire la peine. Une entité globale, quelle que soit la grande entité globale guinéenne, nous sommes encore une petite entité par rapport à certaines nations. C'est clair, non? Donc, les jeux politiques, là, vous savez, demandez tout le monde. Même en classe, je n'aime pas qu'on me pose la question.
Pourquoi? Parce que je suis Guinéen tout court. Écoute-moi, mon frère. Moi, mon bonheur est venu de qui? D'un ancien élève. Un ancien élève. Cet ancien élève-là, il s'appelle Mohamed Ba. Mohamed Ba. Tu vois mon corps? C'est bien soigné, non? Est-ce que je suis maigre? Non, non, non. Oh. Tu comprends, non? Donc, oui, je n'aime pas. Ok, parfois, en fait. Parce qu'il n'y a même pas de politique en Afrique. Ah bon? Il n'y en a pas. La politique, c'est une conviction. Donc, pour vous, les politiques. Et puis une conviction personnelle. Je peux ne pas être d'accord avec mon père. On peut ne pas être des mêmes partis. C'est clair. D'accord. Ouais. Comment j'ai posé la question dans le sens où les philosophes, ce sont des gens qui prennent beaucoup de temps pour réfléchir, pour analyser les choses. C'est la politique qui a tué certains philosophes. Sinon, il n'y a pas un penseur très éclairé que Hegel en Allemagne, dont l'ossature de sa conception tourne autour de l'idée absolue. Grand journaliste. Vous comprenez? Même en dehors de ce micro-là, cherche à me rencontrer, on va causer pour que tu sois un homme très brillant dans la vie. Avec grand plaisir. C'est compris? Ouais. Parce que le micro-là est mauvais. On ne peut pas tout détailler. Ouais. Et qu'est-ce que vous pensez de la transition actuelle? Je dis que ça revient à la même chose. Comment ça? C'est politique. Donc, un philosophe comme vous ne vous intéresse pas à ce genre de réalité? Non, il n'y a pas un homme qui ne s'intéresse pas à la politique. Mais le philosophe ne fait pas la politique sa préoccupation. Tu comprends, non? La politique, l'homme qui s'intéresse à la politique, c'est le sociologue. Le philosophe ne s'occupe que de la vision globale du monde. C'est ça le problème, mon frère. Ok. Et présentement, vous êtes à la retraite? Je suis à la retraite, mon frère. On m'a mis à la retraite. Est-ce que vous êtes à... La Guinée vous a récompensé comme elle le doit, vu tout ce que vous avez eu à faire pour l'éducation guinéenne? Je ne suis pas le seul Guinéen. Moi, j'ai dit à tous les journalistes que j'envoie toujours le pas de Blaise Pascal. Le moi est haïssable. Qu'est-ce que cela veut dire, mon frère? Tu es très intéressant. Cela veut dire que moi, je ne suis qu'une partie de la Guinée. Et à partir du moment où la Guinée, vous-même vous avez dit, vous m'avez connu avant de me voir. Et dis donc, ça c'est plus que de l'or. C'est clair, non? Mon frère, l'autre jour, j'ai été invité par d'autres journalistes. Ils m'ont posé la même question, en disant que quand j'œuvrais dans les écoles, il y a certains, on m'a proposé des postes et que j'ai refusé. Je dis attention, il y a la précision. Moi, on m'a proposé par certains fondateurs de diriger leur école, en me présentant même la clé d'une voiture. La clé d'une voiture. On dit, voilà Socrate, la clé de la voiture. Je veux te nommer proviseur de mon école. Mais j'ai franchement dit à ces hommes-là, je ne peux pas prendre la clé là, parce que la voiture m'intéresse. Et si je le fais, je ne ferai pas correctement le travail parce que je suis à la fonction publique et un fonctionnaire ne peut pas être permanent dans une école privée. Tu ne peux pas assurer la permanence dans une école alors que tu es fonctionnaire. Tu as des charges ailleurs. Je dis présentement, tant que je suis à la fonction publique, je ne peux pas être proviseur d'une école privée. Je ne peux pas. Parce qu'être proviseur, c'est avoir une vision globale sur l'école. Il y a des fonctionnaires qui ont accepté, mais ils se sont séparés en queue leu avec les fondateurs. Aujourd'hui, ils n'ont plus confiance à eux. C'est clair, non? Donc, c'est ça le problème. Malgré ma pauvreté, je préfère conserver ma dignité. Monsieur le journaliste. C'est une très belle réflexion. C'est un grand plaisir de vous recevoir dans le podcast à Dissidence. Et
Quel est votre mot de fin? D'abord, je te remercie et je t'encourage. Tu es une étoile filante, en gestation, en miniature. Et je prie Dieu que tu sois un soleil. Vous comprenez? Il y a des obstacles à surmonter. Le micro est très mauvais. Vous comprenez? Donc je te conseille d'aller doucement pour te faire grandir. Et un jour, tu seras la lumière de la Guinée. Inch'Allah. Et ton invitation a fait beaucoup de plaisir à mon cœur. Donc, je prie Dieu à ce que vous soyez un grand. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Et je vous dis aussi que chacun de nous doit toujours rêver à la construction d'une Guinée heureuse et prospère. Heureuse, prospère ne peut se faire que dans la paix. Que Dieu nous donne la chance de nous unir en une unité forte et indivisible. Je vous remercie. Podcast Dissidence. Je suis dans le podcast Dissidence. Je suis dans le podcast Dissidence. Je suis dans le podcast Dissidence. Podcast Dissidence. Je suis dans le podcast Dissidence. Podcast Dissidence.